À toutes et à tous, bonjour et bienvenue dans votre émission. Vous comprenez très bien que nous sommes dans un cadre un peu différent et vous comprenez également que nous sommes ici au Musée national et nous sommes en notre premier numéro de ce magazine dénommé Investir en RDC. Ici, nous ne parlons que de business, nous ne parlons que de comment se faire de l'argent, comment nous pouvons aider notre pays à aller de l'avant parce que nous en avons tout ici, de secteurs miniers, des terres arables. Nous avons tant de richesses au niveau du sol et nous ne savons pas comment s'en servir et se faire de l'argent. Et c'est par manque de connaissances et c'est par notre propre ignorance en tant que population. C'est dans ce cadre que nous allons commencer à présenter ces émissions chaque semaine, toujours sur la 10e rue télévision pour pouvoir se donner des idées avec des entrepreneurs. Ils peuvent être jeunes, étrangers, congolais. Ça ne va pas déranger parce que l'argent n'a pas d'odeur, comme on l'a toujours dit. Il n'a pas aussi de pays. C'est dans cette émission que vous allez commencer à entendre tout ce qui est lié à l'argent, tout ce qu'on peut se faire comme picunia, comme on dit, comme disent les latinistes. Alors sur ce plateau, je reçois deux personnes avec qui nous avons eu à échanger l'autre fois, l'émission que vous avez d'ailleurs beaucoup appréciée à travers vos messages. Merci, un grand merci à vous. Vous nous avez demandé qu'ils reviennent encore cette fois-ci. Ils sont revenus. Il s'agit bien de Monsieur Jean-François Arménien, à qui j'ai dit bonjour, bienvenue. Bonjour, bienvenue. J'espère que vous allez bien. Oui. D'accord, vous êtes là encore de retour avec nous et il faudrait préciser que... Je veux essayer d'apporter ma contribution au développement du pays. Et il faudrait préciser que non, la dernière émission a été beaucoup appréciée, vos interventions par la jeunesse et surtout ils nous ont demandé de vous avoir encore une fois sur ce plateau. Vous leur dites quoi? Donc je suis là encore pour leur apporter des solutions. Très bien, merci beaucoup. Il n'est pas seul, nous avons également monsieur Michel Lunganga, chez vous, qui nous revient encore une fois aujourd'hui, à qui j'ai dit bonjour et bienvenue. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Très bien. Alors encore de retour avec force. Avec force, pour aider les jeunes, la génération montante. Ce pays sans les jeunes ne réussira pas à avancer, à se développer. C'est pour ça qu'il faut s'appesantir sur eux. L'objectif, ça doit être vous les jeunes. Et nous sommes là, ensemble avec Jean-François, pour leur montrer que c'est possible, que tout est là, comme vous avez bien dit, le sol et le sous-sol. Donc ce n'est pas que les mines, mais cela veut dire qu'il y a le sol aussi, il y a l'agriculture aussi, mais c'est possible. Très bien, et aujourd'hui on se retrouve dans le cadre de l'émission Investir en RTC, bien que ça concerne aussi la jeunesse. Alors nous parlons du secteur minier aujourd'hui parce que c'est un sujet qui est de moins en moins développé dans notre société. Avant de commencer déjà, un petit biscuit. Quelle image, quel aperçu vous avez de ce secteur minier à RDC? Le secteur minier, il y a beaucoup à dire et beaucoup à faire. Il faut que les Congolais s'en approprient. Parce que malheureusement aujourd'hui, encore une fois, c'est un secteur qui est totalement aux mains des étrangers et qui peut continuer à l'être davantage si il n'y a pas de mesures claires qui sont faites. Je vous donne un exemple. Vous avez depuis la libéralisation du temps de Mobutu de ces secteurs aux mains de tout le monde, malheureusement, ceux qui peuvent développer ces secteurs, c'est ceux qui ont de l'argent. Or, qui a de l'argent, c'est les étrangers. Donc, ça devient inaccessible pour les jeunes. C'est pour cela que il faut absolument accompagner les jeunes, créer beaucoup de promoteurs parmi les jeunes, et on va leur montrer comment les petits secteurs miniers, comme ça se faisait il y a 60 ans ou même avant l'indépendance, où la petite transformation pouvait se faire. Ce n'est pas que de l'extraction. Déjà, ce qu'il faut faire, c'est que l'extraction, comme la loi le dit, doit être réservée aux nationaux. C'est ce que la loi dit. C'est ce que la loi dit. Mais dans la pratique, c'est pas ce qui est fait. Oui, parce qu'ils n'ont pas les moyens financiers.
Ok, parce que les jeunes en question n'ont pas, ou les Congolais n'ont pas de moyens financiers pour débuter. Pour avoir le matériel, les équipements pour faire de l'extraction. Ben, finalement, pour commencer dans ces secteurs miniers, M. Jean-François, est-ce qu'il faudrait toujours avoir des moyens pour le faire ou au départ, on a besoin d'abord de connaître ce que c'est le secteur minier avant de s'y lancer? Ben oui, premièrement, il faut déjà sensibiliser la jeunesse à pouvoir donc s'impliquer dans la recherche minière, l'extraction minière, la transformation minière, etc. Donc ça, c'est une sensibilisation. L'étape suivante après, c'est d'amener la personne, après avoir été sensibilisée, à préparer un projet de création d'une entreprise qui va être dans ce secteur-là. Pas que dans le secteur extractif, comme on vient de le dire, dans la chaîne aujourd'hui. Parce que pour pouvoir faire des produits, j'allais dire, à vocation même industrielle, on peut partir depuis la recherche géologique, l'extraction, la fabrication du matériel nécessaire, le transport, l'industrialisation, première étape, fonderie, etc. Donc dans la chaîne, il y a au moins facilement une douzaine de types d'activités à développer. Ça, c'est un point important. Mais pour que ça soit fait par les Congolais, il faut qu'ils aient les moyens financiers parce que le secteur minier, c'est un secteur qui nécessite de gros investissements. Si on ne met pas en place des outils financiers pour les aider, c'est ce que venait de dire Michel Sefou, les étrangers, eux, dans le pays où ils sont, avec leur capacité financière, ils sont capables, eux, d'avoir les moyens financiers de venir investir en RDC. Il faut donner les moyens financiers aujourd'hui. C'est comme dans le secteur agricole. On dit depuis des années le secteur agricole ne se développe pas parce qu'il n'y a pas de banque ou de crédit agricole en RDC, comme c'est à Brazzaville ou dans d'autres pays, je dirais, de l'Afrique de l'Ouest. On doit avoir une banque spécialisée dans l'appui aujourd'hui au secteur minier en RDC. Ce secteur minier, il ne faut pas le voir comme un grand secteur industriel. M. Michel Sefou vient de dire passer de 60 ans ou 100 ans derrière. Non, on doit penser le secteur minier, aujourd'hui la chaîne de valorisation, pour aller jusqu'au métaux industriel, comme c'était il y a 1000 ans, 2000 ans. On fabriquait déjà des produits, des feuilles de zinc, on fabriquait des feuilles de cuivre, on fabriquait des outils. Donc tout ça, c'est à mettre en application. Je viens de parler du zinc, du cuivre, je rappelle quand même qu'il y a une cinquantaine de métaux, minéraux, minerais à mettre en valorisation en RDC. C'est là où il faut sensibiliser les jeunes en leur disant, vous pouvez aller dans ce secteur-là et, je viens de le dire, il faut les aider financièrement, il faut d'abord les former, les aider, c'est ça la formation, à trouver les partenaires commerciaux ou commerciaux qui vont leur acheter leurs produits. Il faut les aider à trouver aussi des partenaires qui vont les aider dans les équipements, les partenaires financiers. M. Michel Sefou, avec Okapi Investissement et Mining, il est dans cette voie-là aujourd'hui pour essayer d'appuyer les jeunes à avoir ces moyens financiers. Il faut peut-être revoir aussi ce qu'on appelle les coopératives de microcrédit, capables d'aider les gens à faire de l'extraction minière. Là, ça nécessite peut-être moins de matériel, mais de ne pas penser à développer le secteur industriel en pensant qu'on est en 2024 et qu'on fait des grandes entreprises industrielles. Pensons à développer et apporter aux jeunes la connaissance du développement de la chaîne de valorisation des produits miniers, comme c'était fait il y a plus d'une centaine d'années en arrière, avant même le début des ères industrielles dans les pays occidentaux. Très bien, merci beaucoup, monsieur Jean-François. Monsieur Michel, finalement, nous sommes considérés comme une nation qui a des richesses, mais dont sa population n'a pas de connaissances. On nous considère qu'on est assez ignorant de ce qui nous appartient. Finalement, pour qu'on puisse arriver à ces niveaux-là où on devrait valoriser notre sol, parce qu'il faut savoir aussi que nous avons une économie extravertie. Tout ce que nous avons comme minéraux, nous pouvons en parler, que nous avons des connaissances, nous avons des minéraux, des cobalt, mais on n'a pas aussi des industries de fabrication ici localement qui pourraient plutôt aider à fabriquer ces minéraux-là. La politique, la question est là, la politique doit être amenée à quel niveau? Est-ce que doit-on toujours compter à apprendre à ces jeunes-là qu'il y a des minéraux tels qui existent, ou il faudrait plutôt penser à industrialiser notre pays dans la fabrication de nos minéraux en produits finis?
Je pense que ce pays ne s'en sortira que par une politique d'industrialisation. C'est-à-dire que on doit absolument refuser, comme la loi le dit d'ailleurs déjà, d'exporter du brut. Hein? Il faut absolument transformer ici. Il faut arrêter de faire des dérogations. La transformation se fait à plusieurs niveaux. Hein? Vous avez la première transformation. À ce moment-là, vous avez des produits semi-finis. Vous comprenez? Et ça, nous avons les possibilités de les faire ici. Il faut, ce qui nous manque souvent ici, c'est de l'énergie. Hein? Vous savez qu'on a un problème d'énergie électrique. Mais c'est possible, pas seulement avec Inga, c'est possible d'avoir des petites centrales électriques, des petites centrales hydroélectriques, des centrales à biomasse, même des centrales solaires. 1 million de dollars, il faut pour une centrale de 1 mégawatt. 1 million de dollars en solaire, à peu près. En éolienne. 1 million de dollars. C'est pour ça que je reviens de nouveau au modèle de financement. Le modèle économique que nous devons voir, c'est effectivement une banque d'investissement qui accompagne, parce que 1 million de dollars, 2 millions de dollars, avoir 1 méga, c'est possible. C'est des investissements qui, je dirais même des investissements en visage humain. On n'a pas besoin de 10 millions, on n'a pas besoin d'étrangers pour ça. Hein? Vous comprenez? Donc, pour revenir en arrière, c'est il faut d'abord informer le jeune de ce qui existe, des possibilités qui existent. Une fois qu'ils sont informés, il faut ensuite les former. C'est à nous, des aînés, à les informer. Je voulais être didactique là-dessus. Informer, former, et ensuite, à ce moment-là, les outils pourront être utilisés. Je vous donne un simple exemple. La semaine passée, il y a eu une conférence aux États-Unis par rapport à l'AGOA. L'AGOA, c'est ce qui permet une convention que les États-Unis ont mise en place, un traité par rapport aux Africains qui permettent aux pays africains éligibles, et le Congo est éligible, il y a très peu de pays éligibles, le Congo est éligible, et pour exporter aux États-Unis sans droit de douane. Suivez-moi bien. Et l'année prochaine, d'ailleurs, cette conférence s'est faite une fois aux États-Unis, une année aux États-Unis, l'année prochaine en Afrique. Et c'est le Congo qui a été choisi pour ça. Mais vous vous rendez compte, nous exportons combien de milliers de tonnes aux États-Unis aujourd'hui? C'est peanuts, très peu. Ça, pourtant, c'est rien. Il suffit, c'est pour ça que je dis il faut informer et former. Dans le secteur minier, dans le petit secteur minier, vous prenez le lithium. On l'a en spodumène, n'est-ce pas? Hein? Et une petite transformation qui coûte pas cher, vous pouvez ensuite vendre ça aux États-Unis sans droit de douane, en étant compétitif. Mais pourquoi nous ne sommes pas compétitifs? Parce que le système de transport n'existe pas. Vous comprenez? Dans une prochaine émission, je vous expliquerai la solution. Mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que le secteur minier. Hein? Mais je continue aussi avec le secteur minier. Jean-François, comme ça se faisait avant, pour avoir le laiton, c'est rien? C'est rien, non. Pour avoir le laiton. Aujourd'hui, je vais continuer. Le développement aujourd'hui du secteur minier, il ne peut passer que par la première étape, comme vient de dire M. Michel Sefou, par la sensibilisation des jeunes pour leur apprendre d'abord à savoir mettre en valeur les ressources du pays minier, ce qui ne se fait pas aujourd'hui. Aujourd'hui, vous n'avez pas d'université qui donne des enseignements professionnels dans le secteur minier, dans la transformation, mais vraiment spécifiques. Je ne dis pas que le système LMD, il survole par des informations, par des connaissances, le secteur, mais il ne va pas expliquer aux jeunes comment on met en place une unité de transformation, comment il y a le flow sheet d'une entreprise pour transformer le nickel, le cuivre, le plomb, etc. Et encore moins de savoir comment on fait l'extraction. Ça, ce sont des formations professionnelles. Ça n'existe pas en RDC.
Ça, c'est un point important. C'est un point important, mais j'aimerais un peu rebondir là-dessus. Est-ce que ce n'est pas aussi parce que cette population, elle a compris que le terrain est déjà presque occupé par les étrangers et qu'ils n'ont plus là où ils peuvent mettre la tête pour s'en sortir? Non, 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 non. Aujourd'hui, les Congolais, si on leur explique qu'ils peuvent créer une entreprise et les aider, comme a dit monsieur, les sensibiliser, les former, un des points importants, les assister. Leur expliquer aujourd'hui comment ils vont pouvoir trouver des partenaires commerciaux, parce que, comme a dit monsieur Michel Sefou, les États-Unis sont prêts à acheter certains produits plus ou moins transformés en RDC. Mais il faut apprendre à ces jeunes promoteurs, entrepreneurs, c'est des entrepreneurs. Être entrepreneur, ce n'est pas l'entrepreneuriat, je vous l'ai dit la dernière fois, c'est savoir aujourd'hui trouver des marchés, négocier des contrats, parler avec les banquiers, savoir former son personnel, savoir mettre en place son équipe d'encadrement, les agents de maîtrise, les chefs d'exploitation, le responsable de la sécurité. Tout ça, c'est un ensemble. Et tout ça, il faut apprendre aux jeunes à savoir mettre en place une entreprise. C'est pour ça que je dis, on explique aux jeunes, ça peut être fait, aller dans l'entrepreneuriat. On a fait ça depuis des années, on explique aux jeunes, lancez-vous dans l'entrepreneuriat avec les coopératives ASBL. Parce que ça ne nécessitait pas beaucoup de fonds au départ. Mais ça a apporté quoi au pays? Rien du tout. Oui. Qu'est-ce que ça a amené dans l'évolution professionnelle des gens? Est-ce qu'il y a l'évolution d'une extraction coopérative minière qui aujourd'hui va fabriquer des petits lingots de cuivre, des blisters, comme on l'appelle, mais artisanalement, comme c'était fait il y a 2000 ans? N'essayons pas de faire des choses aujourd'hui et de trouver un petit marché pour que l'entreprise artisanale industrielle, c'est l'artisanal qui est important. Tous les pays, avant d'arriver à l'ère industrielle du XVIIe, XVIIIe siècle, ils ont tous fait de l'artisanat minier, tous. Oui. Il y a 5000 ans, il y avait 5000 ans. Il y avait l'artisanat. Tout ça, ça a été fait. Il y avait ce qu'on appelle les forgerons. Vous avez une rue qui s'appelle la rue des Forgerons à Limessé. Rappelez-vous, il y a 100 ans en arrière, dans cette rue-là, il y avait des gens qui façonnaient le métal dans des quartiers. Ça, on l'a oublié. Et on a oublié d'expliquer aux jeunes qu'ils peuvent devenir des patrons de société pour faire des objets en cuivre, en bronze, en laiton, dans les matériaux, etc., avec des petites fonderies, etc. Je vous le redis, regardez l'exemple du Burkina Faso. 22 fonderies artisanales. Ils fondent le fer et récupèrent même les vieux métaux, avec les matières, les minerais nouveaux, etc., à mettre ça en place. C'est ça qu'il faut leur expliquer. Il faut après, comme a dit M. Michel Sefou, après il faut pouvoir leur donner en plus l'assistance. Ça veut dire l'assistance de l'État déjà, qui va mettre en place les moyens de formation professionnelle, les aider, les sensibiliser. Mais aujourd'hui, un des éléments moteurs, aujourd'hui, et je m'excuse de dire ça, ce n'est pas le rôle du ministère des Mines. C'est pour ça que ça n'a pas été développé, ce secteur. Parce que le ministère des Mines, ce n'est pas son rôle d'aller développer les entreprises minières. Il a d'autres fonctions. Donc il faut confier ça aujourd'hui au ministère de l'Industrie, au ministère des PME, de l'artisanat. C'est eux qui doivent développer les entreprises. Ministère des Mines. Pas le ministère des Mines. Non, mais là, on peut rester là si on veut plus favoriser l'entrepreneuriat dans le secteur minier. Là, ça peut marcher. Non. Si vous donnez au ministère des Mines à développer avec son code minier le secteur minier pour les Congolais ne peuvent pas le faire. On leur demande trop de moyens financiers, etc. C'est pour ça que le code minier aujourd'hui, il est fait pour aider les expatriés et sociétés étrangères à venir investir en RDC. Il ne prend pas en considération la possibilité de Congolais de se développer. Et encore, on a fait encore une erreur. On a créé des coopératives ASBL qui ne leur permettent pas de se développer, à but non lucratif. Il aurait fallu, et je continue à le dire, si on veut aider les Congolais à aller dans le secteur extractif de transformation, tout cela, ça doit se mettre en place dans le cadre de la création des entreprises. Et ce n'est pas le rôle du ministère des Mines de créer ni la formation professionnelle pour le secteur minier, ça c'est le ministère de la formation professionnelle, bon, il y a le système universitaire, qui donne des bases, des connaissances, mais il faut mettre en place un système universitaire professionnel qui va former des cadres. Je rajoute aussi qu'il faut former des agents de maîtrise,
Parce qu'aujourd'hui, si vous n'avez pas des agents de maîtrise pour gérer vos travailleurs, vos employés, vos ouvriers pour développer des activités minières, extractives ou de transformation, vous n'arriverez pas non plus à créer des entreprises. Mais je reviens, créer des entreprises, ce n'est pas le rôle, et c'est pour ça que ça n'a pas été fait. Comme ce n'est pas dans l'objectif du ministère des Mines, d'accord, c'est dans le rôle du ministère de l'Industrie, des PME, de l'artisanat, de développer ce secteur-là, sans dire aux travailleurs, vous êtes obligés d'aller prendre des titres miniers, des ZEA, etc. Les gens peuvent créer une société SARL, oubliez les ASBL, extractive, au ministère des Mines, ils prennent un titre minier et ils vont faire de l'extraction. Ils vont prendre ces produits et vont les amener dans une PME, PMI, pas PME mais PMI, petite fonderie, petite unité de transformation, qui vont acheter les produits miniers faits par une société, c'est ça la chaîne de valorisation, d'accord. Même au milieu, il peut y avoir une société qui va faire la collecte, parce que peut-être que la petite entreprise industrielle, elle a besoin de, mettons, 500 tonnes par mois, et il peut y avoir des petites entreprises qui vont faire 100 tonnes, donc il faut déjà regrouper ces sociétés-là aujourd'hui, SARL je parle, sous forme d'un groupement qui vont récolter l'ensemble de la production dans une zone et avec une société de transport, donc une nouvelle société dans la chaîne qui va transporter le produit dans une société industrielle qui, elle, va faire la transformation. Et cette société industrielle peut amener le produit dans une société de façonnage, tournage, fraisage, etc., pour faire des objets façonnés. Et même d'après, continue la chaîne dans une société qui va même exporter ces produits-là. Vous voyez, c'est toute une chaîne avec différents métiers à mettre en place. Il faut les assister. Et aujourd'hui, dans le fonctionnement, je reviens au ministère des Mines, il n'y a personne qui met en place un système de suivi pour amener ces gens à devenir des chefs d'entreprise. Et un chef d'entreprise, je terminerai là-dessus, c'est quelqu'un qui sait maîtriser la comptabilité, la finance, le partenariat, la technologie. Ça veut dire qu'il a une équipe avec lui. Voilà. Très bien. Merci beaucoup, monsieur Jean-François. Vous comprenez que c'est une émission riche en formation également. Nous apprenons tellement beaucoup de nos invités. Mais monsieur Michel, est-ce qu'aujourd'hui, selon vos remarques, vous êtes un investisseur, vous êtes une personne sur qui le Congo compte également, mais est-ce que nous avons aujourd'hui les contrôles de nos minéraux? Non, nous n'avons pas le contrôle de nos minéraux, que nenni. Et nous ne l'aurons pas tant que ces réformes dont Jean-François Arménien vient de dire ne seront pas faites. Il faut déjà, c'est ce qui fait appliquer la loi. Donc, je crois que je ne me trompe pas, Jean-François, quand je dis que la loi, en fait, impose. Elle impose que, je dirais, l'extraction minière soit faite par les Congolais. Mais on l'a donné en 2002 volontairement sur des instructions, je ne sais pas d'où, à des ASBL. Non, il faut donner. On a donné à des ASBL, ce qui ne marche pas. Donc c'est la réforme qu'il faut faire. J'espère qu'avec le Parlement qui vient, on va pousser pour que ça soit fait le plus rapidement possible, pour que justement, ça ne soit plus les ASBL, que toutes les ASBL qui sont en train de s'occuper de ça, soient obligées de devenir de sociétés. Parce que c'est de passer de l'informel au formel. C'est quoi les dangers dans tout ça? Quand vous êtes une ASBL, d'abord, pas l'impôt, mais les travailleurs sont des travailleurs indépendants. Ouais. Ils ne sont pas salariés. Donc, ceux qui produisent, ils peuvent aller le vendre à qui ils veulent. Vous comprenez? C'est là où vous voyez, dans nos frontières, à l'Est, ils vont vendre à qui mieux. Et ensuite, qu'est-ce qui se passe? Ensuite, il y a l'utilisation de groupes armés. Donc, c'est cette loi de 2002. Modifiée en 2018, mais qui n'a rien modifié. Ouais, modifiée en 2018, mais qui n'a rien modifié. C'est ça, les prémices de la guerre qui nous est menée à l'Est. Et le manque d'investisseurs congolais dans ce secteur-là. Et voilà, et le manque d'investisseurs congolais. Alors, puisque c'est une émission par rapport aux jeunes, une des solutions, parce qu'il faut toujours être positif, je pense que ça serait pas mal que les jeunes se créent, par exemple, une chambre de jeunes, investisseurs ou une chambre de jeunes. À ce moment-là, ils peuvent être un interlocuteur par rapport au Parlement et par rapport à l'État.
pour que ces réformes puissent être faites. Un groupe comme un groupe de pression. Alors là, ils vont indiquer quoi? Que seulement de l'entrepreneuriat dans les secteurs miniers, ou ça peut aller dans tous les secteurs de la vie où ils peuvent se faire de l'argent. Le public veut créer des millions d'emplois. Il veut créer des millions d'emplois. Or, il y a beaucoup d'emplois qui sont dans les secteurs informels à cause de ces ASBL dans le secteur minier. OK? Donc déjà, non, parce qu'aujourd'hui, c'est le secteur minier. Ils appartiennent aux Congolais ou aux expatriés? C'est des ASBL qui appartiennent aux Congolais. Mais, Qui ne doivent pas quand même fonctionner dans l'informel. oui, tout est dans l'informel. Et l'État ne gagne rien. L'État ne gagne rien. L'État ne gagne rien puisque... À cette structure ASBL, qui sont en but non lucratif, de se développer, d'avoir accès au crédit, etc. Parce que ASBL veut dire association sans but lucratif. Donc, ils n'ont pas accès au crédit, ils n'ont pas accès au financement. Donc, ils peuvent pas se développer. Même ils ne peuvent pas avoir des partenaires, Voilà. parce qu'ils viennent avec eux au capital, etc. Ils ne peuvent pas se développer. Vous êtes en train de donner des solutions, ce qu'il faudrait faire pour favoriser les secteurs miniers au Congo, l'entrepreneuriat dans les secteurs miniers au Congo. Vous avez avancé quelle autre raison, quelle autre solution à mettre en œuvre par rapport au gouvernement, à part celle que vous avez donnée à la jeunesse de créer un groupe de pression pour essayer un peu de booster le gouvernement à agir de manière vite. Quelle autre solution pouvons-nous avoir pour favoriser l'entrepreneuriat dans le secteur minier aujourd'hui? Non, avant de faire le groupe de pression, comme a dit M. Michel Sifou, il a raison, il peut y avoir un groupement d'intérêt public, économique, associatif, peu importe. Il faut déjà, la première étape, c'est, excusez-moi le terme, mettre dans la tête des Congolais, de ceux qui ont des formations, déjà des capacités à être des entrepreneurs, c'est pas tout le monde qui peut être un entrepreneur, à savoir qu'ils peuvent valoriser les ressources minières du pays, les transformer et qu'ils peuvent devenir des patrons. À partir de ce moment, quand ils seront sensibilisés et qu'ils vont voir qu'ils ont des difficultés maintenant à pouvoir mettre en œuvre leurs projets, là ils vont se regrouper et ils vont faire pression auprès des parlementaires, etc., pour mettre des textes et des lois pour les aider. Mais avant ça, il faut déjà les... Si vous n'avez pas des gens qui se sont appropriés la possibilité de développer les ressources minières du pays, les transformer, les exporter, ou même pour le marché local. Parce qu'on n'est pas... Aujourd'hui, il peut y avoir, je vous donne un peu près un chiffre, 2 millions de personnes dans l'artisanat minier, extractif, transport, transformation, commercialisation, 2 millions qui peuvent faire des produits pour le marché local, pour éviter d'acheter les pièces à l'étranger, que ce soit en bronze, en laiton, en zinc, en étain, etc., même en acier, etc. Donc aujourd'hui, je vous dis l'exemple le plus, je dirais, explicatif, c'est l'exemple du Burkina Faso. Eux, aujourd'hui, ils ont fait plein de fonderies artisanales. Les fonderies n'ont pas 10, 15 salariés, pas plus. Ils récupèrent le peu de matières premières qu'ils ont dans le sol, ils le transforment, ils font des pièces dans les domaines. On est au musée national ici de la RDC, ils font des objets d'art en bronze, en laiton, ils font des lustres, ils font du matériel, de pièces de rechange avec des paliers de machines-outils, etc. Donc, ils se sont spécialisés déjà, mais il faut leur expliquer tout ce qu'ils peuvent faire aujourd'hui avec les matières premières minières. Là, je vous parlais des métaux, mais je parle aussi des minéraux. Il n'y a pas de... La RDC, depuis des années, n'a toujours pas une école pour apprendre aux gens à tailler, polir les minéraux, les tourmalines, les quartz, etc. Tout ça, c'est de la richesse à mettre en place. Et est-ce que vous êtes en train d'envisager aussi de telles formations pour permettre à ces derniers d'acquérir des connaissances dans les secteurs miniers? Ben, on peut mettre des formations en place si on a sensibilisé les gens à venir se former. C'est là la chaîne de télévision qu'il faut faire. Il faut sensibiliser les gens, leur montrer que vous pouvez prendre des pierres, les polir, faire des bijoux avec, ça fait travailler les femmes et les hommes, etc. Allez voir d'autres pays, le Sénégal aujourd'hui, ils font de la production de l'or. Mais ils ne vendent pas tout l'or à l'international. Sur place, ils ont fait plein, c'est ce que disait M. Sefou tout à l'heure, d'abord des incubateurs et après ils ont fait surtout des pépinières
là où ils ont mis des petits locaux pour que les gens viennent s'installer et viennent faire des bijoux en or. Et vendre ces bijoux, ça fait de la plus-value. Voilà ce qu'on peut faire aujourd'hui en RDC. Jean-François, alors M. Michel, vous et moi connaissons bien comment le Congo fonctionne très bien et nous savons très bien que nous, la guerre qui nous est imposée par les étrangers à l'est du pays, c'est notamment lié, généralement aussi lié à nos minéraux que nous avons actuellement. Vous ne pensez pas que si la jeunesse, si vous formez ces derniers, vous les formez, vous les informez de certains miniers et qu'ils ont maintenant l'œil ouvert sur ça, ça va encore dramatiser davantage la guerre qui règne actuellement à l'est du pays. Une fois que nous serons ouverts, les yeux seront ouverts et qu'on va beaucoup s'intéresser à nos minéraux, ça pourrait encore davantage réanimer cette guerre que nous subissons. Non, pas du tout, parce que vous savez, les groupes armés se forment comment? Le groupe armé se forme sur base du chômage, sur base de l'inactivité. Donc, cela veut dire qu'avec la résilience du peuple congolais, et donc de jeunes Congolais, s'il y a ces possibilités qui sont données aux jeunes, il n'y aura pas de guerre. Il n'y aura pas de guerre parce que, bon, les autres, ils viennent, ils achètent moins cher nos produits, mais si la plus-value est déjà faite ici, hein, je prends l'exemple de l'artisanat minier dans l'or. Les gens et les jeunes sont dans l'or, le groupe armé travaille dans l'or. Mais si cet or-là était déjà semi-transformé ici, ils auraient une grande plus-value. De même pour des autres produits. Hein? Donc, le développement, c'est le remède contre la guerre. Vous savez, quand les gens vivent bien, à une bonne classe moyenne, il n'y a pas de guerre. Je reviens de nouveau à ce qu'on a dit au début de cette émission, informer, former. Parce que si les gens ne sont pas informés, ils ne sauront pas comment faire. Et ils ne sauront pas quelle formation suivre. Donc, l'idée, c'est très vite, avec les institutions qui existent, genre Université de Loyola, tout ça, mettre en place des sections en partenariat, des sections de formation. Hein? Absolument. On espère éventuellement, même pour septembre, on en avait déjà parlé avec le recteur qui est parti aux États-Unis, on espère même un peu plus tard, hein, dans l'année, mais avant la fin de l'année, qu'il y ait ce genre de formation. Alors, liez-nous à cette démarche-là, ça sera vraiment mieux qu'on puisse mener ce combat ensemble. On espère qu'on aura une autre émission et dans l'émission, on vous dira que c'est déjà fait. Mais sinon, il y a aussi des centres de formation privés qui le font déjà. Mais c'est bien quand vous le faites en partenariat, même les centres de formation qui existent, en partenariat avec des universités prestigieuses. Hein, parce que les universités prestigieuses ont des relations avec des universités étrangères, des universités technologiques étrangères. Donc, c'est des bons diplômes qui peuvent être faits. Très bien. Monsieur Jean-François. De mon expérience aujourd'hui depuis des années dans ce pays, c'est bien beau, on vient de dire, il faut sensibiliser les gens, il faut les former, etc. Mais il y a un autre point important, c'est ce secteur-là, il est... Gérer une société minière, ce n'est pas être à Kinshasa. Je dis ça aussi en remarque avec les coopératives minières ASBL. Il faut savoir que les patrons des coopératives minières ASBL, souvent ils sont à Kinshasa ou dans les grandes villes, ils ne sont pas sur le terrain. Mais je reviens à ce que je veux dire. Quand on veut devenir un patron d'une SARL minière, il faut aller s'installer sur place. Il faut être là-bas, il faut gérer son personnel. Vous ne gérez pas ça depuis Kinshasa ou depuis le Lubumbashi. Et donc, dans la mentalité des jeunes aujourd'hui, c'est de dire, oui, mais moi, j'ai pas envie. Et j'ai fait l'exemple. J'ai mis les jeunes dans des sites miniers à 80, 70 km de Lubumbashi ou de Kolwezi. Au bout d'un temps, ils se disent, non, moi, j'ai pas la télé, j'ai pas ci, j'ai pas là, j'ai pas le téléphone, j'ai pas d'électricité, alors je fais rien. Et donc, en même temps, dans la partie assistance, il faut les aider aujourd'hui. Et pour les aider, il faut forcer les gens à qui ils vont vendre les produits, dans le cadre de la responsabilité sociétale des entreprises, à aider ces gens-là à mettre leur environnement social autour d'eux. Peut-être l'école pour les enfants, leurs enfants, trouver des activités sociales pour leur épouse,
mettre des moyens de santé, mettre de l'eau, de l'électricité. Donc ça, c'est aussi un élément important. Si on aurait dû prendre en considération, je dis ça, dans le programme des 145 territoires. Ça a été survolé, mais ça n'a pas été bien pris. Donc, un des points que j'ajoute aujourd'hui, parce que c'est dans 145 territoires, il y a des sites miniers. On peut les mettre en place et qui vont même générer des ressources financières pour le territoire et pour la province dont dépendent les territoires. Et donc, aujourd'hui, il faut penser aussi à la vie de ces promoteurs entrepreneurs qui vont aller vivre dans ces zones minières aujourd'hui. Et aujourd'hui, il n'y a pas ça, parce que si vous n'avez pas aujourd'hui l'entrepreneur qui va aller s'installer de route pour avoir accès sur place, pas d'électricité, pas d'eau potable, etc., tout ça, c'est des moyens financiers qu'il doit prévoir dans son budget. Il veut dire, je vais mettre en place une mine à tel endroit, extraction minière, je vais transformer, mais là où je vais m'installer, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas d'école pour ma famille, etc. Donc c'est tout un ensemble aujourd'hui qu'il faut mettre en place. C'est pour ça que le développement de l'industrialisation va avec du pilotage des autres ministères. C'est un travail collectif, c'est un travail de pilotage. Et dans beaucoup de pays, il y a même un comité interministériel du développement de cette activité. Je pense par exemple au Canada, je pense à la Zambie, qui ont mis en place des structures capables de coordonner tous les moyens et surtout de donner la possibilité aux acheteurs, qui sont aujourd'hui ce que vous appelez les négociants, les bureaux d'achat miniers qui sont dans les mains des étrangers, que contribue-t-il aujourd'hui réellement à aider l'environnement social des creuseurs dans le secteur minier extractif? Il n'y a rien de fait. Très bien. Monsieur Michel, allez-y. Oui, je voudrais un peu intervenir. Nous sommes dans le projet Corridor et l'idée, c'est d'accompagner les 145 territoires en mettant en place un secteur, une société civile et un secteur privé qui peut accompagner. Parce que aujourd'hui, les 145 territoires, c'est bien, mais c'est les écoles, c'est les administrations, mais c'est pas suffisant. Hein? Comme quelqu'un disait, on ne mange pas les écoles, on ne mange pas les bâtiments, tout ça. Ce qui manque justement, c'est cet accompagnement de communication des transports pour permettre aux gens, hein, à travers des petites villes, comme aux États-Unis, comme au Canada, partout, hein, à travers, comme en France, à travers des petites villes, là, les jeunes pourront y aller. Et là, effectivement, il y aura de l'eau, il y aura de l'électricité, il y aura les autosuffisances de développement. C'est comme ça que moi j'appelle ça. Hein, c'est-à-dire le transport, la nourriture, la santé, hein, et le logement. Vous voyez, les 4-5 autosuffisances de développement. C'est ça, il faut que ça soit accompagné. Et je pense, j'ai appris que le gouvernement actuel, avec la nouvelle Premier ministre, est en train de faire un bilan sur ce qui a été fait par rapport aux 145 territoires. Et nous, secteur privé, nous sommes prêts à les accompagner. Les 145 territoires. Non, c'est en cours. Non, disons que avant il n'y avait pas cette vision. Il n'y avait pas cette vision d'impliquer le privé. Voilà, il n'y avait pas cette vision de faire accompagner le privé et la société civile dans ce que l'État fait. C'est-à-dire que, vous savez, hein, le problème, oui, avec la nouvelle Premier ministre, il y a cette volonté. C'est-à-dire que, vous savez, hein, le problème qu'il y a ici, c'est que nous héritons d'une période où c'était le tout État. Hein? Un père État, tout ça. Le tout État. En fait, c'était un peu un système communiste, mais de droite. Oui, voilà. Ici, il y avait un système communiste de droite. Il faut arrêter ça, il faut abolir ça. Vous voyez, ça, c'est très important. C'est très important, les jeunes doivent comprendre ça. L'État, son rôle, c'est de permettre au privé de travailler, de faire du business. L'État, son rôle n'est pas d'être commerçant. Vous comprenez? Hein? C'est pas son rôle. Donc, il faut justement, à travers les formations, à travers des politiques incitatives, hein, vraiment incitatives, faire en sorte que le secteur privé s'investisse et investisse. Vous voyez, ça c'est très important. Vous m'avez donné l'occasion de le dire et de le faire.
l'État doit être là. C'est pour ça qu'il y a le partenariat public-privé qui existe, la loi existe, mais elle n'est pas encore suffisamment mise en valeur. Vous comprenez? Parce que c'est seulement comme ça que vous allez voir qu'il y aura des Congolais. Parce que c'est bien beau, l'étranger, il va dire, il va faire, j'ai vu, il va faire 1500 km de route, ou ceci, cela, mais c'est en déphasage du programme gouvernemental, même de 145 territoires. Parce que qui mieux aime ce pays que nous-mêmes Congolais? Hein? Et là, Jean-François était Congolais parce qu'il a fait 40 ans ici. Qui mieux que nous pouvons aider à développer ce pays? Alors, j'ai une question un peu pratique. Vous avez discuté avant l'émission ici. Très bien, M. Jean-Michel. Alors, j'ai une question un peu pratique. On en avait discuté avant l'émission ici. Généralement, pour commencer dans le secteur minier, peu importe là où on veut commencer, combien on peut avoir en possession pour bien débuter le secteur minier? Est-ce qu'il y a une somme vraiment que... Parce que c'est aussi une question de nos populations, ceux qui nous ont posé les questions là. Est-ce qu'il y a une somme qu'on peut commencer, qu'on peut avoir en possession pour mieux débuter dans le secteur minier? M. Jean-François. Aujourd'hui, je vais vous donner un exemple. Il peut y avoir un artisan qui va aller acheter de la cassiterite à un prix qui est aux alentours de 5 ou 6 dollars le kilo, qui va avoir un petit four, etc., comme il y a 2000 ans en arrière, hein, et qui va fabriquer de l'étain, qui va faire des objets en étain. Voilà, c'est ça l'artisanat. Non, avec 2000, 3000 dollars, on peut le faire. Seulement, aujourd'hui, on est plus basé sur des projets, comme diraient certains banquiers ici. Si on veut développer le secteur pour faire des cathodes, etc., on parle de projets, on dit qu'il faut avoir 50 millions de dollars. Mais oublions ça. Revenons à cette chaîne de valorisation, comme je vous ai dit, petit matériel d'extraction, etc., comment on peut mettre en place. Et là, je vous dis, la petite fonderie aujourd'hui artisanale, quelqu'un qui va faire des objets d'art, on est dans le musée ici, je vous dis déjà, il peut faire ça avec 2000, 3000 dollars. Alors là, vous avez votre réponse depuis la maison. Je reviens, M. Jean-Michel Lunganga. Vous avez parlé de... Vous avez proposé que vous allez travailler en partenariat avec les universités, mais compte tenu de la nécessité que nous avons aujourd'hui, est-ce que vous ne pensez pas que c'est aussi plus mieux si vous allez même dans les écoles primaires et secondaires pour que ces derniers comprennent au moins comment le secteur fonctionne, comment l'entrepreneuriat fonctionne, les former aussi, travailler en partenariat avec des écoles secondaires et tout, comme vous voulez aussi le faire avec les universités? Vous ne pensez pas que c'est aussi nécessaire? Moi, je vais vous répondre là-dessus. Aujourd'hui, il faut apprendre à la jeunesse à partir du primaire. Voilà, à partir du primaire, il faut expliquer aux gens qu'on a des ressources dans le pays qui peuvent se transformer, d'accord, et qu'on peut faire avec ça des objets de travail, des outils, etc. Voilà, ça c'est le b.a.-ba. Si vous n'apprenez pas ça aux jeunes et qu'ils vont apprendre autre chose, ils n'y arriveront pas. C'est comme la transformation alimentaire. Si vous n'expliquez pas aux gens comment on fabrique des bonbons, de la confiture, des produits de champignons, etc., ils ne le feront pas. Ils vont se cantonner à suivre des émissions à la télévision ou sur leur portable qui ne vont rien amener à la décision. Vous avez raison. Il faut, dans le système éducatif, et là, je reviens à des choses qui ont été faites dans d'autres pays, au lieu d'avoir des cours, je m'excuse de dire ça, de sciences et vie, ou ce qu'ils appellent la connaissance du pays, des cours qui viennent de la Belgique, de la France ou d'ailleurs, et qui parlent de ce qui est dans leur pays là-bas en matière de production, de leur apprendre aujourd'hui à parler de la production animale en RDC, la production de la pisciculture en RDC, etc. On ne va pas apprendre aux Congolais à parler de la pêche à la baleine. Parlons de ceux qu'ils ont en RDC. Et dans les mines, c'est pareil. Leur dire qu'on peut fabriquer des bijoux. Moi, je me souviens, quand j'étais gamin, en primaire, quand il y avait la fête des mers, on nous demandait d'aller sur la plage. D'accord? Il y avait des minéraux, puis il y avait des coquillages. On allait par de ça et on apprenait à faire des objets, des cendriers, des trucs comme ça, à façonner déjà de nos mains pour faire le cadeau de la fête des mères ou la fête des pères. Si on apprend ça aujourd'hui, qu'on peut prendre des pierres, des tourmalines, des bouts de quartz, etc. aux enfants, demain, à travers sur 100 enfants, peut-être qu'il y en a un qui va se dire, tiens, ça c'est mon métier de demain. Très bien.
Merci beaucoup, Monsieur Jean-François. Nous arrivons petit à petit à la fin de cette émission. Le premier numéro de ce magazine Investir en RDC, Monsieur Michel Lunganga. Pour terminer aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut retenir par rapport à cette thématique? Qu'est-ce qu'il faudrait mettre en œuvre pour que les jeunes travaillent dans les secteurs miniers? Des propositions que vous pouvez, en tant qu'entrepreneur dans le secteur privé, et que vous pouvez aussi faire au gouvernement, à nos autorités. Qu'est-ce qu'il faudrait mettre en œuvre aujourd'hui pour que les jeunes, ou pour encourager l'investissement, l'entrepreneuriat dans les secteurs miniers? Il faut avoir que le jeune ait un moyen de pression. Ça, c'est important. Donc, on va sans doute vous accompagner pour que ça existe. Parce que, bien sûr, nous, en tant qu'entrepreneurs, même membres de la FEC, on peut aller voir le ministre, on va lui dire, bon, dans l'éducation, il faut ceci, il faut cela. Mais vous, le jeune, en définitive, si vous avez un bon moyen de pression à travers cette chambre de jeunes, hein, vous pouvez même travailler avec la FEC, cette chambre de jeunes, vous avez un moyen de pression pour dire, écoutez, non, le système d'enseignement tel qu'il existe aujourd'hui, il ne crée que des chômeurs. Il ne produit que des chômeurs. Ça, c'est d'un. Des deux, il faut qu'on trouve un moyen pour ce qu'on a dit, informer et former. Informer, on en a parlé hors antenne. Ça va suivre pour voir comment on peut faire. Avoir des structures genre business comme en Côte d'Ivoire et tout ça. Former, très vite, nous allons parler avec les universités, comme on a dit, les structures d'enseignement, pour que ça démarre au plus vite. Hein? Et puis ensuite, les outils de financement, ça, on y travaille aussi pour, avec Jean-François, éventuellement, aussi bien dans la microfinance que dans la finance tout court, qu'on ait du répondant pour accompagner les jeunes. Hein? Et ensuite, effectivement, remettre en place des incubateurs pour qu'il y ait des pépinières, des formations, hein, et des formations des promoteurs. Merci beaucoup, Monsieur Jean-François Arménien. Merci également à Monsieur Michel Lunganga Chefou d'être venu. Merci d'être disponible pour cette population, cette jeunesse, en leur donnant des moyens, des arguments et tout ce que vous avez comme stratégie et expérience dans votre domaine. Vous êtes des entrepreneurs de mon pays. Je vous dis un grand merci. Ça, c'est le message de nos téléspectateurs. Ils sont tellement contents quand ils vous suivent à la télé et surtout avec tout ce que vous êtes en train de donner pour leur formation et surtout leur prise de conscience. Merci beaucoup. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est la fin de l'émission d'aujourd'hui et je pense c'est le premier numéro de votre magazine Investir en RDC. Ici, nous ne parlerons que de comment faire l'argent. Parler de toutes nos richesses et tout ce qui cadre avec notre pays parce que nous sommes en plein 21e siècle. Dans d'autres pays, on parle aujourd'hui d'investissement, de l'émergence d'argent et nous sommes en train de parler de la musique. Malheureusement, si nous pouvons parler de comment investir dans la musique, on peut encore discuter là-dessus, mais si c'est pour danser seulement, ce n'est pas l'objectif de cette émission et nous ne serons pas là pour accompagner de telles pratiques car nous sommes là pour parler d'argent, être à la hauteur, à la même hauteur que des pays qui sont aujourd'hui d'être appelés des pays émergents et des pays développés.